Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. La partition de la péninsule coréenne. Introduction. Depuis toujours, la Corée a été l'enjeu de lutte territoriale entre le Japon et la Chine, voire la Russie, pour posséder cette péninsule qui occupe une place stratégique en Asie du Nord-Est. Les Coréens disent d'ailleurs de leur pays qu'il est une crevette parmi les baleines. D'une manière générale, ce livre est consacré aux tests nucléaires et aux essais balistiques nord-coréens, événements récents qui ont créé et qui perpétuent l'instabilité dans et autour de la péninsule coréenne. Cependant, un rapide survol de l'histoire de la Corée s'impose pour bien comprendre ce qui a conduit la République populaire et démocratique de Corée, RPDC, Corée du Nord, à s'équiper d'armes nucléaires et, si possible, pour tenter une approche du futur. Tous les événements qui se sont déroulés dès la fin des années 1980, chute du mur de Berlin, quasi-révolution dans les pays de l'Europe de l'Est, reconnaissance de la Corée du Sud par l'URSS et la Chine, anciens alliés de Pyongyang, pourparlers et tensions entre la Corée du Nord et les USA et l'AIEA, survenus au cours de 10 années critiques, ont marqué profondément la RPDC. Primo, ils l'ont poussé à donner à ses rapports avec les USA un caractère prioritaire, voire exclusif. Secondo, ils ont conduit l'armée nord-coréenne, Korean People's Army ou KPA, à modifier fondamentalement son attitude envers tout le mécanisme de l'accord d'armistice. Et tertio, ils ont poussé la Corée du Nord à développer des programmes nucléaires et balistiques que Pyongyang qualifie d'exclusivement défensifs. Mais en vérité, nous verrons que la priorité de Pyongyang est d'obtenir un accord stratégique avec les États-Unis. La partition de la Corée. Le Japon a envahi la Corée pour la première fois, en 1274. Les Mandchous en 1627 puis en 1637. Les Européens aussi s'y sont essayés, les Anglais en 1816, les Français en 1845, les Russes en 1864, les Américains en 1866. Grâce à leur diplomatie de la canonnière, les Japonais purent ouvrir 2 ports en Corée en 1876. En 1895, c'est la fin de la guerre sino-japonaise, gagnée par les Japonais. En 1904, le Japon attaque la Russie, gagne la guerre en 1905 et occupe la Corée qui en 1910 devient territoire japonais. Les Japonais exigent que les Coréens apprennent et parlent le japonais. Les gens et les localités doivent prendre des noms japonais. Des artistes et des travailleurs sont déportés au Japon. Avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, des milliers de jeunes femmes, mariées ou non, sont enlevées et envoyées dans des bordels pour servir de femmes de réconfort pour les soldats japonais dans les pays attaqués puis occupés par les armées impériales nippones. Passons rapidement sur les conférences diplomatiques qui préparèrent la fin de la Deuxième Guerre mondiale et l'après-guerre. Les Alliés avaient décidé qu'une fois libérée du joug japonais, la Corée retrouverait son indépendance in due time. Nous avons tous en mémoire ce que fut en Extrême-Orient la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec les bombardements atomiques sur Hiroshima, le 6 août et sur Nagasaki le 9 août 1945. Nous n'y reviendrons pas. Il faut toutefois signaler que l'URSS avait attendu le 8 août 1945 pour déclarer la guerre au Japon. Cette formalité accomplie, les choses n'ont plus traîné. Le 10 août 1945, les troupes soviétiques entraient au nord de la Corée et le 15 août 1945, le Japon capitulait. Le 2 septembre 1945, MacArthur acceptait l'acte de reddition japonais à bord du cuirassier USS Missouri. Il proclamait le 38e parallèle comme ligne de démarcation entre les troupes soviétiques et les troupes américaines en Corée. Il est intéressant de savoir que Washington avait proposé cette ligne de démarcation le 10 août 1945 à Moscou, soit le jour de l'arrivée des troupes soviétiques au nord de la péninsule. Moscou avait acquiescé. Avec l'évacuation des troupes impériales nippones, les Coréens changèrent donc d'occupants. La division de la péninsule était consommée. L'ONU avait demandé qu'il soit procédé à des élections libres. Ces élections ont eu lieu en 1948, mais séparément. Au sud, c'est Syngman Rhee qui est élu président. Au nord, c'est Kim Il-sung qui prend le pouvoir avec l'aide des occupants soviétiques. L'ONU avait aussi demandé aux Américains et aux Soviétiques de retirer leurs troupes rapidement.
Ce sera chose faite à la fin de 1949. Le 12 janvier 1950, le secrétaire d'État américain Dean Acheson déclarait que la Corée n'était pas partie intégrante du périmètre de défense américain dans le Pacifique. Dès lors, Kim Il-sung se sentait libre de procéder par les armes à l'unification des deux Corées. La guerre de Corée, 1950 à 1953. Le 25 juin 1950, les troupes de la Corée du Nord envahissaient la Corée du Sud. L'ONU réagit immédiatement, déclarant le Nord comme étant l'agresseur. 6 mois avant, le 13 janvier 1950, l'URSS avait boycotté le Conseil de sécurité par solidarité prolétarienne, la Chine communiste n'ayant pas été admise à siéger à l'ONU. Moscou n'avait donc pas pu faire usage de son droit de veto pour empêcher que cette résolution soit prise. L'ONU demanda à ses membres d'envoyer des contingents pour repousser l'envahisseur. 15 pays, dont la France, envoyèrent des troupes au secours des Sud-Coréens. Les Américains prirent le commandement des troupes onusiennes. Les troupes nord-coréennes avancèrent rapidement vers la pointe sud de la péninsule. Elles s'arrêtèrent le 25 août 1950 près de la ville de Pusan pour attendre des renforts et du ravitaillement. En septembre 1950, le général MacArthur débarqua à Incheon, à l'ouest de Séoul, coupa en deux les armées nord-coréennes, fit de nombreux prisonniers et repoussa les Nord-Coréens jusqu'au fleuve Yalu, à la frontière chinoise. C'est à ce moment que Mao envoie ses volontaires chinois au secours des Nord-Coréens en pleine débâcle. Il faut dire que Pékin craignait que MacArthur pousse son action à l'intérieur de la Chine, où les avions nord-coréens trouvaient refuge. Il s'agissait en fait d'avions fournis par l'URSS, pilotés par des Russes parlant coréen. Bilan de la guerre. Du côté des forces des Nations Unies, 447 000 tués, dont 415 000 Sud-Coréens, 29 500 Américains et 288 Français, et 550 000 blessés ou disparus, dont 140 000 Américains. Du côté du Nord, 1 400 000 tués ou disparus, dont 900 000 Chinois et 500 000 Nord-Coréens, estimation les communistes ne donnant pas de chiffres. Cette guerre a donc coûté la vie à 2,5 millions de soldats. Les pertes civiles du Sud, 315 000 morts et 600 000 blessés ou disparus, du Nord, pas de chiffres. Des dizaines de milliers de personnes séparées de leurs familles. Le 27 juillet 1953, après plus de 2 ans de négociations pendant lesquelles les combats se poursuivaient, un armistice est signé. Outre le cessez-le-feu, une ligne militaire de démarcation, une zone démilitarisée et 3 commissions sont créées, l'une pour le rapatriement des prisonniers, la seconde pour la surveillance de l'armistice et la troisième pour maintenir le contact entre les ex-belligérants. Au début du XXIe siècle, les Sud-Coréens sont encore divisés sur leur interprétation de cette guerre. Alors que les anciens se souviennent des atrocités commises par les troupes communistes et souhaitent dès lors une attitude ferme de leur gouvernement à l'encontre de Pyongyang, beaucoup de jeunes Sud-Coréens interprètent maintenant la guerre de Corée comme une guerre par procuration entre les États-Unis et l'URSS. Il est intéressant sinon surprenant, que certains extrémistes sud-coréens, qui qualifient MacArthur de criminel de guerre, croient que l'unification sous le régime nord-coréen a tragiquement été torpillée par l'intervention américaine en 1950. Les provocations de la Corée du Nord. Après la guerre de Corée et ce jusqu'au milieu des années 60, la République populaire démocratique de Corée, RPDC, Corée du Nord, était trop occupée à remonter son économie dévastée par le conflit qu'elle avait initié pour se consacrer à des attaques contre la République de Corée, RC, Corée du Sud. En outre, à cette époque, des luttes de pouvoir internes retenaient l'attention des dirigeants de Pyongyang. Toutefois, dès le milieu des années 60, les Nord-Coréens se sentirent assez forts pour provoquer les Sud-Coréens et les Américains stationnés au Sud. D'une part, dès 1962, la RPDC avait poursuivi ses efforts pour consolider et réorganiser ses forces armées. La balance militaire entre le Sud et le Nord avait graduellement penché en faveur de la RPDC. D'autre part, Pyongyang pensait que les États-Unis, engagés au Vietnam, ne seraient pas en mesure de réagir contre des attaques nord-coréennes en se lançant dans un deuxième conflit. Enfin, en 1961,
Pyongyang avait signé des traités d'amitié et d'assistance avec l'URSS et la Chine populaire et se sentait rassuré par ses alliances avec ses grands voisins. C'est à partir de 1965 que la Corée du Nord se lança non seulement dans des actions visant à recueillir des informations sur la Corée du Sud, mais aussi dans des offensives armées. L'histoire des diverses campagnes militaro-diplomatiques de la Corée du Nord peut être divisée en 4 périodes. Primo, la genèse de ces campagnes, 1965 à 1972. Secondo, l'usage diplomatique de la force limitée, 1973 à 1982. Tertio, la montée des actions terroristes, 1983 à 1992. Et in fine, élaboration et le maintien des campagnes militaro-diplomatiques, c'est-à-dire le nucléaire et la balistique, de 1993 à nos jours. Les accords de réconciliation et de dénucléarisation de 1991. L'entrée simultanée des deux Corées à l'ONU, le 17 septembre 1991, a eu pour corollaire évident le respect de la Charte des Nations Unies par Séoul et Pyongyang. Ce fut donc une reconnaissance réciproque de facto, sinon de jure. Cet événement historique a-t-il exercé une influence dans le contexte ardu des relations intercoréennes ? Difficile à dire, car les deux Corées sont depuis lors confrontées à des problèmes, par exemple le nucléaire et la balistique militaire de la RPDC, qui ne se régleront probablement pas facilement. Toutefois, l'attitude conciliante des présidents sud-coréens Kim Dae-jung et Roh Moo-hyun envers Pyongyang a permis quelques progrès encourageants, comme l'établissement en Corée du Nord d'une zone économique spéciale à Kaesong et d'une zone touristique au mont Kumbang. Mais on est encore loin d'un véritable engagement vers une réunification. Depuis son admission à New York, Pyongyang a bien signé avec Séoul l'accord de base Réconciliation, non-agression, échange et coopération, du 13 décembre 1991, reconnaissant le système et le gouvernement de la République de Corée. Toutefois, le préambule de cet accord exclut expressément la souveraineté de la RC sur la partie sud de la péninsule. Ceci n'est guère surprenant lorsqu'on sait que leur constitution attribue à chacun des deux États la souveraineté sur toute la péninsule. À la même époque, Pyongyang avait également signé avec Séoul un accord de dénucléarisation de la péninsule, accord jamais mis en vigueur, bien que ratifié par les deux Corées. Au début des années 90, le Nord s'était donc engagé à œuvrer pour la réunification, mais n'avait jamais officiellement modifié sa constitution. Sa mission, communiser le Sud, sans apparaître explicitement, était manifeste. Quels moyens le Nord entendait-il employer pour achever l'unification des deux Corées ? Les tentatives d'unification. En 1970, Kim Il-sung prenait la nécessité absolue d'une révolution sud-coréenne, afin d'achever la réunification des deux Corées. En 1980, il avait changé de ton sans pour autant modifier ses objectifs, et il avait fait appel au nationalisme coréen plutôt qu'à l'idéologie pour inciter les Sud-Coréens à pousser à la réunification. Ce changement de cap était certainement dû au fait que, majoritairement, le Sud capitaliste ne croyait plus aux vertus du communisme. Nouvelle évolution. Dans ses discours du 1er janvier de 1991 et de 1992, on National Réunification, le président nord-coréen Kim Il-sung avait parlé de moyens pacifiques. Il développait les thèmes de l'unité nationale dans le cadre d'une confédération de Koryo, de l'égalité entre les citoyens du nord et du sud de la péninsule, de la coopération économique et de l'exploitation en commun des ressources naturelles, du développement harmonieux de l'économie, de la coopération dans les domaines de la science, de l'éducation, de la culture et des arts, de la réduction des énormes effectifs des armées des deux Corées, du regroupement des deux armées en une seule armée nationale, de l'abolition de la zone démilitarisée, des relations internationales afin d'assurer les intérêts de la nation coréenne, etc. Dans son discours du 1er janvier 1993, Kim Il-sung appelait tous les pays ayant été mêlés au conflit coréen à participer à la recherche d'une solution. Il voulait favoriser la discussion et excluait la guerre. Jusqu'à son décès en 1994, personne n'a pu prétendre qu'il n'avait pas tenu parole.
Périodiquement, la presse officielle nord-coréenne reprend cette idée du président Kim Il-sung sur une confédération de Koryo. Un pays, une nation, deux systèmes, deux gouvernements. Notons un élément de ce projet qui n'est pas souvent précisé par le Nord. Un parlement coifferait ce montage avec le même nombre de députés pour la RPDC que pour la RC. Évidemment, cette dernière, dont la population est le double de celle de la Corée du Nord, oppose à ce système la formule One Man, One Vote, ce que Pyongyang refuse. L'influence des événements internationaux. Dès la fin des années 80 et pendant les premières années des années 90, l'évolution de la situation dans la péninsule fut étroitement liée aux événements internationaux de l'époque. La chute du mur de Berlin, l'époque Gorbatchev, Glasnost, Perestroïka, la reconnaissance de la République de Corée, Corée du Sud, par les pays anciennement satellites de l'URSS, puis sa reconnaissance par l'URSS le 30 septembre 1990 et par la Chine populaire le 24 août 1992, et l'entrée simultanée des deux Corées à l'ONU le 17 septembre 1991, sont autant d'événements qui ont marqué profondément la République populaire démocratique de Corée, et l'ont poussé à donner à ses rapports avec les USA, un caractère prioritaire au détriment du mécanisme composé de la Commission militaire d'armistice, la MAC, et de la Commission des Nations neutres pour la surveillance de l'armistice, la NNSC. L'évolution du dialogue intercoréen. Un autre aspect, et non des moindres, doit aussi être mentionné ici, l'évolution du dialogue intercoréen. Le 4 septembre 1990, le Premier ministre nord-coréen Yoon Yong-mook traversait la zone conjointe de sécurité, JSA, pour aller rencontrer à Séoul le Premier ministre sud-coréen Kang Young-un. Leurs entretiens allaient déboucher, au début de 1992, sur la ratification par les deux Corées de l'accord de réconciliation, non-agression, échange et coopération entre le Sud et le Nord et sur l'accord de dénucléarisation de la péninsule coréenne. Puis, en juin 2000, le président sud-coréen Kim Dae-jung s'est rendu à Pyongyang pour y rencontrer son homologue du Nord, Kim Jong-il, le soleil du XXIe siècle. Depuis lors, les relations intercoréennes se sont réchauffées, mais elles ne sont pas exemptes de refroidissement périodique. Jusqu'au début des années 90, on pouvait toujours lire dans les bulletins de l'agence de presse nord-coréenne KCNA que la RPDC était clairement déterminée à exiger le départ des Américains de la péninsule, exigence reprise par le président Kim Il-sung dans son discours du 20 février 1992 adressé aux délégations des deux Corées venues ratifier l'accord de base. There is no need for foreign troops in our country, nor is there any reason for foreign military base to be maintained here. Les tensions puis la détente. Le début des années 90 fut une période de fortes tensions dans la péninsule coréenne, tensions dues à la volonté de Washington de contraindre la République populaire démocratique de Corée à renoncer à son programme nucléaire et au refus de Pyongyang d'entrer en matière. Dans ce contexte, il sied de mentionner qu'outre le litige opposant la Corée du Nord aux USA, un autre différend a envenimé les relations de la RPDC avec la communauté internationale. Il s'agit de celui qui, depuis 1987, a opposé de façon récurrente la RPDC à l'Agence internationale pour l'énergie atomique, AIEA, quant aux inspections des installations nucléaires de la Corée du Nord. Le voyage de l'ex-président Carter à Pyongyang à la mi-juin 1994 et la perspective de la reprise à Genève des pourparlers des Nord-Coréens avec les Américains en vue du règlement de cette question nucléaire avaient bien provoqué une détente, mais les Nord-Coréens, qui avaient décidé de ne parler qu'aux seuls Américains quant au nucléaire, mais aussi dans le contexte de l'accord d'armistice, procédèrent au démantèlement de l'édifice de cet accord. Le 4 avril 1993, les Tchèques, membres de la NNSC depuis 1953, étaient expulsés de la Corée du Nord. Le 31 août 1994, les Chinois déclaraient qu'ils se retiraient de la MAC et fin 1994, ce fut le départ des Polonais qui eux aussi avaient été membres de la NNSC depuis 1953. Deux Corées, deux systèmes politiques, deux économies. La partition de la péninsule coréenne a eu pour conséquence non seulement un découpage géographique, mais également une division sur le plan politique et économique des deux États.
Avant la libération du joug japonais en 1945, respectivement avant la création de 2 États indépendants en 1948, le Nord possédait les principales ressources minières. Le Sud, qui recevait du Nord 90% de son électricité, produisait 70% du riz de la péninsule. En Corée du Nord, le régime stalinien mis en place dès 1945 par les soviétiques, toujours en vigueur aujourd'hui, a repris la production industrielle d'avant-guerre, privilégiant l'industrie lourde. Dès la chute de l'Empire soviétique et la fin de l'aide du grand frère de Moscou, le système d'économie planifiée et une gestion déplorable de l'agriculture ont rapidement mis la RPDC, 23 millions d'habitants pour 120 538 km², dans une situation qui l'apparente aux pays les plus pauvres de la planète. Les inondations catastrophiques en 1995 et 1996 ont provoqué une famine qui, de l'aveu des autorités nord-coréennes, a causé le décès de milliers de personnes entre 1995 et 2001. Sans l'aide du Programme alimentaire mondial PAM, de la Corée du Sud et de la Chine, cette famine aurait eu des conséquences encore plus dramatiques. Depuis le début des années 2000, Pyongyang, s'inspirant du modèle chinois, tente de timides réformes de son économie. Cependant, Kim Jong-il, s'appuyant sur l'idéologie du juche, privilégie la doctrine du Songun, l'armée d'abord. La Corée du Sud, 48 millions d'habitants pour 99 260 km², est devenue une grande nation industrielle. Partie de rien après la guerre de 1950 à 53, elle est aujourd'hui la 11e économie du monde. De 876 $ en 1950, le PIB par habitant est passé à 17 280 en 2003. On peut sans crainte de se tromper dire que les Jeux olympiques qui ont eu lieu à Séoul en septembre 1988 ont été l'un des moteurs importants du développement économique du Sud, même si c'est sous la présidence despotique du Chun Doo-hwan que les chaebols, conglomérat propriété de familles influentes, initiés par le président Park Chung-hee et bénéficiant du soutien de l'État, se sont développés. Les noms et les produits de ces chaebols sont mondialement connus. Hyundai, Daewoo, Samsung occupent les premières places mondiales dans les domaines de l'automobile, de l'électronique, téléphone portable, TV, ordinateurs, etc., de la construction navale et de la recherche. Cependant, la crise de 1997 à 1998 a initié une mutation de ces chaebols. Puis, une réforme importante lancée au début des années 2000 par le président Roh Moo-hyun a également notablement diminué l'influence de ces conglomérats familiaux. 55 entreprises non viables ont dû fermer leurs portes et des milliers de travailleurs ont été licenciés, provoquant des manifestations et des grèves. Cependant, le dynamisme coréen a eu raison de ses problèmes et ce petit pays s'est rapidement redressé, au point qu'il est capable d'aider financièrement la RPDC. Longtemps dirigée par des militaires, la République de Corée est aujourd'hui une démocratie. Son premier président civil, Kim Young-sam, a été élu au milieu des années 90. Le président sud-coréen est élu pour un mandat unique de 5 ans. Les prochaines élections auront lieu en décembre 2007. Le président Roh Moo-hyun avec sa Peace and Prosperity Policy et son prédécesseur Kim Dae-jong avec sa Sunshine Policy ont lancé une stratégie de rapprochement avec la Corée du Nord. Malgré l'opposition interne et celle de l'administration Bush, le gouvernement de la Corée du Sud croit que sa politique est la seule qui puisse éviter une confrontation avec la RPDC et ou un effondrement du régime de Pyongyang, ceci malgré les condamnations du Conseil de sécurité de l'ONU à la suite des tirs balistiques et de l'essai nucléaire auquel la RPDC a procédé en 2006. Un conflit où la chute de Kim Jong-il ne pourrait qu'être préjudiciable à la Corée du Sud, voire déstabiliser la région du Nord-Est asiatique. Au plan politique, est-il nécessaire de mentionner que la Corée du Sud est passée d'un régime autoritaire où les présidents étaient issus des rangs de l'armée à une véritable démocratie, alors que la Corée du Nord vit depuis 1948 sous la férule de la dynastie des Kim, un régime despotique qui punit très sévèrement ceux de ses concitoyens qui quittent le pays sans autorisation, un régime qui emprisonne ceux qui osent émettre une opinion différente de celle du grand dirigeant Kim Il-sung et de son fils, le cher dirigeant Kim Jong-il. La question des droits de l'homme en RPDC a déjà fait l'objet de nombreux écrits, et elle mériterait qu'on s'y attarde longuement, mais ce n'est pas l'objet de cet ouvrage.
Pour ce qui est des armées, celle de la Corée du Sud compte 670 000 soldats, elle est soutenue par quelques 30 000 militaires américains. Celle du Nord compte plus d'1 million de soldats, et elle est dotée de nombreux missiles et de bombes atomiques. Cette brève introduction nous amène naturellement à l'étude des problèmes nucléaires et balistiques, qui préoccupent la communauté internationale depuis le début des années 90. Deuxième partie. La prolifération balistique, le problème nucléaire nord-coréen. La prolifération balistique. Introduction. Un petit pays de 22 millions d'habitants dont les 95% n'ont d'autres sources d'informations que la presse officielle, dont l'économie est à la ruine et dont la communauté internationale se méfie, qu'un tel pays ait pu développer quasiment seul et tester une bombe nucléaire et qu'il possède des vecteurs bientôt capables de délivrer des ogives atomiques à des milliers de kilomètres, tient à démontrer que depuis très longtemps le régime de Pyongyang a fait du nucléaire militaire le but premier de sa stratégie de survie. La prolifération des missiles balistiques, bien que peu mentionnée dans les médias avant 2006, est devenue une préoccupation stratégique et sécuritaire cruciale. 5 États possèdent des missiles balistiques intercontinentaux, ICBM, d'une portée de plus de 5500 km. Tous les 5 ont un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sont également les mêmes qui sont des États nucléaires, au sens du traité de non-prolifération, TNP. Il s'agit des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de la France et de la Grande-Bretagne. 6 autres États détiennent des missiles d'une portée de plus de 1000 km, Israël, l'Inde, le Pakistan, l'Arabie saoudite, la Corée du Nord et l'Iran. Le développement des missiles balistiques nord-coréens. Les craintes de la communauté internationale n'étaient pas injustifiées puisqu'en février 1993, la Corée du Nord testait un missile RONDONG-1 à capacité nucléaire d'une portée de 1300 à 2000 km, puis en août 1998 le TAEPODONG-1, d'une portée de 2500 à 3000 km. Par contre, comme nous le verrons plus loin, le lancement d'un TEAPODONG-2, le 4 juillet 2006, fut un échec, ce missile s'étant abîmé en mer après seulement 42 secondes de vol. En outre, en 1993, les Russes avaient vendu 12 sous-marins R-27 à un ferrailleur japonais qui les a revendus à la Corée du Nord. Certains de ces R-27 avaient initialement été équipés pour le lancement de missiles balistiques. Le système de mise à feu des missiles avait été retiré des sous-marins, mais les tubes et rampes de lancement de ces navires, ainsi que les systèmes de stabilisation n'avaient pas été éliminés. Le Congressional Research Service, un office du Congrès américain, a indiqué au début de février 2007 que la RPDC avait développé et déployé un système de missiles balistiques sur des sous-marins ou sur des navires. Ces missiles pourraient atteindre une cible à 2500 km. La CRS n'exclut pas que des techniciens russes aient aidé les Nord-Coréens. Ceci peut laisser supposer que ces sous-marins R-27 pourraient être équipés par les Nord-Coréens de missiles avec tête nucléaire, représentant alors une menace directe pour le territoire des USA. Toutefois, selon le Pentagone, cette menace, signalée par Jens, est toute théorique, car la RPDC ne possède pas de sous-marins capables d'atteindre les États-Unis et aussi parce qu'une attaque des USA par les Nord-Coréens serait suicidaire. Même si cette menace est très hypothétique, il est intéressant de relever que Pyongyang a ouvertement menacé Washington de contrer toute attaque préventive américaine contre la RPDC. L'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA annonçait, le 21 mars 2006, Our strong revolutionary might put in place all measures to counter possible US preemptive strike. On peut légitimement se demander si les armes nucléaires nord-coréennes sont vraiment une menace pour les États-Unis. En effet, les armes nucléaires nord-coréennes ne sont pas destinées à être offensives. Quiconque s'aviserait de lancer ses ogives sur les États-Unis provoquerait son propre anéantissement. Aussi, personne ne croit que ces armes représentent une menace pour les USA. Leur utilisation contre un État voisin, la Corée du Sud ou le Japon, provoquerait des retombées radioactives qui affecteraient aussi la Corée du Nord. Sans compter que les Américains ne manqueraient pas d'utiliser leur parapluie nucléaire pour protéger leurs deux alliés. Jusqu'en 2000,
Les services de renseignement de l'administration Clinton étaient convaincus que les Nord-Coréens ne pourraient pas développer un missile balistique intercontinental avant 2015. Cependant, outre les fameux Scud-B et Scud-C dont la portée est de 300 km, respectivement 500 km, et les Rodong, Nodong, de 1300 à 2000 km de portée qui sont devenus opérationnels dès 1998, les Nord-Coréens avaient déjà testé en août 1998 le TAEPODONG-1, D', une portée de 2500 à 3000 km, tout en prétendant qu'ils avaient lancé un satellite. Ce missile était passé au-dessus du Japon, pour s'abîmer dans le Pacifique. En mars 2003, à la veille de l'inauguration de la présidence de Roh Moo-hyun, la RPDC avait testé un autre missile. L'armée sud-coréenne prétend que la RPDC posséderait 600 missiles Scud d'une portée de 600 km et 200 missiles Rodong d'une portée de 1300 à 2000 km, le temps du 7-8-2004. Au début du mois de mars 2006, le général américain Burwell B. Bell, commandant des forces armées US en Corée du Sud, a témoigné par écrit au Senate Armed Service Committee que la RPDC développait un missile Taepodong, 3 étages, capable d'atteindre Okinawa, Guam et probablement l'Alaska. Ce missile intercontinental devrait être opérationnel d'ici moins de 10 ans. Il pourrait être vendu par Pyongyang à des clients qui mettraient en danger la stabilité d'autres régions du globe. Avec plus de 1000 missiles de portées différentes, la Corée du Nord possède le 4e plus important arsenal balistique au monde. Selon l'Institute of Foreign Affairs and National Security, IFANS, un think tank du gouvernement sud-coréen, cette puissance ne se limite pas uniquement en termes d'armes, mais aussi quant à la technologie et à l'infrastructure. Les missiles Taepodong. Source. La Corée du Nord possède 18 bases opérationnelles de lancement de missiles, et 10 installations de recherche et développement dans ce domaine. 9 de ces bases ont été construites depuis 1994. Basées sur des informations en provenance de services de renseignement de Taïwan et des USA, la revue Défense internationale citée par le quotidien sud-coréen Jungang Ilbo du 29 août 2006 précise que la Corée du Nord n'avait que 3 bases de missiles avant 1994. Selon Défense internationale de septembre 2006, la RPDC a déployé 1200 missiles Rodong et Scud en direction de la Corée du Sud. Une base située dans la province de Hamgyong aurait positionné des Rodong et des Taepodong en direction du Japon. Une autre base serait située dans la province de Gangwon, à 50 km de la zone démilitarisée, DMZ. 9 bases mobiles et quelques silos se trouveraient aux environs immédiats du quartier général des forces balistiques nord-coréennes, dans la province de Pyongan. La RPDC construirait aussi une base de commandement à 50 km au nord de la DMZ, avec quelques 30 rampes de lancement mobiles pour des Scud qui pourraient atteindre leur but très au sud de Séoul. 600 Scud seraient déjà en place à 30 km au nord de la DMZ. 200 Rodong et 50 TAEPODONG-1, SSN-6 seraient positionnés face au Japon. Outre le développement des Rodong, des TAEPODONG-1 et du TAEPODONG-2, la Corée du Nord poursuit la construction de silos et de nouveaux sites de lancement, dont 2 nouvelles bases de lancement pour TAEPODONG-2. Enfin, il faut savoir que la durée de vie d'un missile est normalement de 20 ans. L'arsenal balistique nord-coréen datant d'environ 10 ans, il est impératif pour Pyongyang de procéder au renouvellement, respectivement à une amélioration de ses missiles, donc à des essais. Les divers essais balistiques nord-coréens. Le 1er mai 2005 à 8 h du matin, la Corée du Nord avait lancé un missile de courte portée, 100 à 150 km ou 62 à 93 miles, dans la mer de l'Est, mer du Japon. Il s'agissait d'un KN-02, une version améliorée du SS-21 ou 9K-79 Tochka soviétique, russe. Les réactions des Américains, des Japonais et des Sud-Coréens concernant le lancement de ce missile nord-coréen ont été de ne pas donner à cet événement un caractère de crise. Les Sud-Coréens n'ont pas attaché grande importance à ce test, disant qu'il s'agissait d'un exercice militaire classique de fin d'hiver et que la capacité de la RPDC n'avait pas été modifiée par ce lancement.
Le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Song Min-soon avait cependant déclaré « A question remain, why they fired the missile now ?» De son côté, le vice-amiral Lowell Jacoby, directeur de la US Defense Intelligence Agency, a déclaré au Sénat américain que les Nord-Coréens savaient comment armer un missile avec une ogive nucléaire, sans toutefois préciser s'il parlait de missiles de courte ou de longue portée. Si les renseignements sur lesquels Jacoby s'est basé sont exacts, les missiles nord-coréens pourraient menacer le Japon et les intérêts américains dans le Pacifique. Cependant, nombreux sont les experts qui pensent que Pyongyang n'a pas encore la capacité de miniaturiser ses bombes au point de pouvoir les installer sur un missile. L'agence de presse japonaise Kyodo a annoncé le 8 mars 2006 que la Corée du Nord pourrait avoir lancé par erreur, le jour même, 2 missiles solaires en direction de la Chine. L'heure exacte et la place de tir de ces missiles n'ont pas été révélées, mais, pour le quotidien sud-coréen Jungang Ilbo, ils sont partis de la côte est de la RPDC. Le ministère japonais de la Défense, tout en admettant surveiller constamment les activités militaires des pays voisins, n'a pas voulu donner de précision, indiquant tout au plus que ces missiles n'avaient pas menacé le Japon. Washington a confirmé ces 2 tirs, tout en précisant que les missiles n'avaient pas quitté le territoire nord-coréen. Pour le général américain B.B. Bell, ces lancements sont la preuve que les Nord-Coréens poursuivent activement leur programme balistique. Selon Bell, les 2 missiles en question étaient propulsés par un carburant solide, permettant une plus grande fiabilité, une mobilité plus importante et une meilleure précision que la propulsion au carburant liquide. Parlant le 9 mars 2006 devant le US House Armed Services Committee, Bell a déclaré que la Corée du Nord développait des missiles de longue portée, bien au-delà de ce dont elle a besoin pour sa défense. La dernière série de ces essais a eu lieu 26 juin 2007. Elle avait été précédée par d'autres tirs le 25 mai 2007 et le 7 juin 2007. À ces 3 occasions, la RPDC a procédé à des lancements de missiles à courte portée au large de ses côtes est, en direction du Japon. La Corée du Sud, les États-Unis et le Japon se sont efforcés de minimiser la portée de ces tests qui n'ont rien de comparable avec le tir du TAEPODONG-2, en juillet 2006. Pour Séoul, il s'agit de tirs intervenus dans le cadre d'exercices annuels de la KPA. Tokyo a relevé que ces tirs ne menaçaient pas directement l'archipel. La Maison-Blanche pense que cela paraît être un exercice de routine. Ces réactions modérées témoignent de la volonté de la communauté internationale de calmer le jeu, au moment où les entretiens à 6 traversaient une passe difficile. Notons que le 8 juin 2007, le G8 a demandé à Pyongyang de cesser ses essais balistiques. Cependant, le général B.B. Bell a déclaré que les missiles nord-coréens sont modernes, propulsés au carburant solide, ce qui signifie qu'ils sont plus faciles à manipuler et capables d'être tirés rapidement. Pour Bell, la plus grande menace pour la tranquillité de la région est la capacité de la RPDC de coupler sa technologie balistique avec ses armes nucléaires. Dès lors, il n'est pas surprenant que les États-Unis observent avec attention le risque de prolifération balistique par la RPDC. Craignant que Pyongyang ne poursuive le développement de ses missiles intercontinentaux, la Missile Defense Agency, MDA, du département américain de la Défense a placé la Corée du Nord dans la catégorie des pays nucléaires capables et a décidé d'augmenter son budget en 2007 en vue d'une amélioration des capacités de ses systèmes antimissiles 36. Tokyo est également très attentif à ce qui se passe en RPDC, dans le domaine des missiles. La Maritime Defense Force japonaise prévoit le déploiement de 4 destroyers équipés de systèmes radar Aegis et d'un système de défense aérienne, alors que l'Air Self-Defense Force va mettre en position 16 batteries de Patriot PAC-3 entre 2006 et 2011. Notons encore que la Corée du Sud a obtenu des Américains l'autorisation de principe de déployer des missiles balistiques et de croisière, d'une portée de 300 km, et d'étudier la possibilité de développer des missiles pouvant atteindre 500 km, à la condition que Séoul adhère au Missile Technology Control Regime 37. Le MTCR est un régime de contrôle volontaire qui demande à ses 34 membres d'exercer de la retenue dans leurs exportations de technologies balistiques,
qui pourrait être utilisé pour fabriquer des missiles capables de délivrer des ogives de plus de 500 kg sur une distance de plus de 300 km. Selon les dires d'un officiel japonais rapporté le 16 mai 2007, la Corée du Nord développerait un nouveau missile à longue portée qui pourrait atteindre ses cibles à 5000 km en volant à moyenne altitude. Ce missile, baptisé Musudan par les Japonais, aurait été vu à Pyongyang lors d'une récente parade militaire, probablement celle au cours de laquelle la Corée du Nord a célébré, le 25 avril 2007, le 75e anniversaire de la création de l'armée populaire KPA. Il aurait été photographié par les satellites espions américains. Le Musudan serait plus efficace que les Rodong et TAEPODONG-1. Cette annonce confirme celle faite précédemment par le vice-ministre japonais Takemasa Moriya. La presse sud-coréenne avait également fait état de ce nouveau missile. Vers le lancement du TAEPODONG-2. À juste titre, les Sud-Coréens suspectaient les Nord-Coréens de développer le TAEPODONG-2, d'une portée intercontinentale de 6700 km qui pourrait atteindre l'Alaska. Le Figaro du 7 mai 2004 confirmait cette information. Pyongyang était sur le point de tester un missile d'une portée de 6000 km. Le tir a effectivement eu lieu le 4 juillet 2006. Selon le Center for Non-Proliferation Studies, International Monetary Institute 40, la portée du TAEPODONG-2 s'est accrue au cours des dernières années. Il pourrait atteindre 6000, 9000 voire 15000 km selon les sources. Théoriquement, ce missile pourrait donc toucher des portions du territoire des États-Unis, et une version à 3 étages pourrait atteindre la quasi-totalité du territoire continental américain. Nodong et Taepodong sont des noms de localités en RPDC, d'où ces missiles sont généralement lancés. Ces noms sont utilisés par les Américains, les Sud-Coréens et les Japonais. La portée de ces missiles varie selon les sources. Alors que la Japanese Defense Agency estime entre 3500 et 6000 km la portée du TAEPODONG-2, l'US National Security Council l'estime à 10 000 km, missile à 2 étages, et 15 000 km, 3 étages. Ce projet nord-coréen de lancement d'un TAEPODONG-2 posait donc de sérieuses questions, mais il n'était pas exclu que l'administration Bush ait grandement exagéré les capacités techniques des Nord-Coréens, afin de justifier les budgets de défense du Pentagone, en particulier celui de son système de missiles antimissiles. Il ne fait dès lors aucun doute que la Corée du Nord procure périodiquement un excellent alibi aux militaires américains et japonais pour solliciter des crédits à l'armement. Le 4 juillet 2006, le jour de la fête nationale américaine, Independence Day, quelques minutes après le départ de la navette spatiale américaine Discovery, la Corée du Nord a lancé 7 missiles dont un TAEPODONG-2 depuis sa base de Musudan-ri, au nord-est de la RPDC. Il ne fait aucun doute que le moment choisi par Pyongyang pour lancer ces missiles n'était pas une coïncidence. Les prémices de ce lancement. Selon des sources non identifiées du gouvernement sud-coréen, des images satellitaires montraient en mai 2006 que les Nord-Coréens préparaient le lancement d'un nouveau missile depuis leur base de la province de Hamgyong Nord. Il pouvait s'agir du TAEPODONG-2, de 32 mètres de longueur et d'une portée de 6000 à 15000 km selon les sources, un missile capable d'atteindre le territoire américain. En juin 2006, les États-Unis avaient confirmé cette nouvelle en précisant qu'un missile avait été placé sur sa rampe de lancement, et que les préparatifs de remplissage du carburant se poursuivaient. Les Américains surveillaient les mouvements de la région à l'aide de 2 satellites, le KH-11 et le KH-12. En utilisant le satellite d'observation KH-12 de la CIA, ils avaient observé des camions recouverts de camouflage transportant des missiles d'un hangar à munitions de Jamjin vers Musudan-ri. D'habitude, ce satellite est positionné à 600 km d'altitude, mais il peut être abaissé à 150 km et prendre des images d'une résolution inférieure à 15 cm. Le 27 juin 2006, le sénateur américain John W. Warner, républicain Virginie, annonçait qu'il n'était pas certain que le missile nord-coréen avait ou non été complètement rempli. We are not certain if it's fueled. 10 jours auparavant,
Des agences américaines de renseignement avaient indiqué que des camions-citernes avaient été détectés près de la rampe de lancement. Cependant, les nuages de la mousson semblaient empêcher aussi bien le lancement du missile par les Nord-Coréens que son observation satellitaire par les Américains. À Washington, l'opinion était qu'un tel lancement violerait l'accord obtenu en 2000 par Madeleine Albright lors de sa visite à Pyongyang. Le Dear Leader avait alors déclaré vouloir respecter le moratoire sur le lancement de ces missiles intercontinentaux qu'il avait unilatéralement décrété en 1999. Pour les Américains, un lancement violerait aussi la déclaration de Pyongyang confirmant ce moratoire. La déclaration de Pyongyang avait été signée en 2002 par le Japon et la RPDC, lors de la première visite que le Premier ministre japonais Koizumi avait faite à Kim Jong-il à Pyongyang. Lors de sa seconde visite à Pyongyang, en mai 2004, le Premier ministre japonais Junichiro Koizumi avait signé avec Kim Jong-il une extension de la déclaration de septembre 2002, sur le moratoire des essais des missiles nord-coréens. Cependant, en septembre 2004 déjà, le Japon craignait que la RPDC procède néanmoins à de nouveaux essais de missiles à longue portée. Ces missiles, des Taepodong, seraient dérivés du modèle soviétique SSN-6 des années 60, d'une portée de 6000 km. En juin 2006, bien qu'ils avaient jusqu'en 2005 affirmé vouloir maintenir leur moratoire de septembre 1999 sur les missiles, les Nord-Coréens se préparaient apparemment au lancement d'un nouveau Taepodong, essai qui pouvait être déguisé en lancement d'un satellite. Cependant, dans son éditorial du 22 juin 2006, le quotidien sud-coréen Korea Times écrivait qu'il y avait peu de différence entre un missile et un satellite lorsque l'on considère la technologie requise et les dangers potentiels. Ce qui compte, ce sont les intentions et les risques d'énormes conséquences. En s'entêtant à vouloir procéder à cet essai, donc en semant le vent, Pyongyang pouvait récolter la tempête. Le moratoire nord-coréen sur les essais balistiques. Il est important de clarifier la question de ce moratoire que Pyongyang avait d'abord décidé unilatéralement, en 1999. Alors que Bush déclarait, à la mi-juin 2006 à Vienne, North Koreans have made agreement with us in the past, and we expect them to keep their agreement, for example agreement on test launches. Le président américain oubliait que ces accords étaient devenus caducs au moment où, dès sa première semaine à la Maison-Blanche, il avait rompu toutes les discussions relatives aux missiles nord-coréens, réduisant à néant tous les efforts de l'administration Clinton. Le moratoire de 1999 incluait une promesse des États-Unis de poursuivre les pourparlers sur la fin définitive des essais balistiques nord-coréens. Selon Charles Cartman, this moratorium was not intended to be the final deal. Cartman a ajouté que Kim Jong-il was on the brink of abandoning his missile program in late 2000, apparently hoping for political and economic normalization with the United States, which would have justified a North Korean decision to curtail its long-range missile program along with its nuclear weapons program. Ce dialogue américano-nord-coréen en était arrivé au point où Kim Jong-il avait écrit à Clinton, en sollicitant de meilleures relations. Clinton avait alors envoyé la secrétaire d'État Madeleine Albright à Pyongyang s'entretenir directement avec Kim Jong-il. Au dire de Cartman, les Nord-Coréens came to us in late September. Sometime in that 3 months period, they decided to reach for the brass ring, a normalization of relation deal. Le deal en question prévoyait que les Nord-Coréens cesseraient la production et le déploiement des missiles dépassant les paramètres du Missile Technology Control Regime, MTCR, contre une assistance alimentaire d'$1 milliard. Madeleine Albright était parvenue à persuader les Nord-Coréens de cesser l'exportation de leurs missiles et de renoncer à leurs missiles de moyenne et de longue portée. Kim Jong-il n'avait par contre pas voulu signer le MTCR, sauf au cas où le président Clinton aurait accepté de venir à Pyongyang pour un sommet avec lui. En 1994, Wendy Sherman, US Department of State Counsellor, avait quasiment réussi à conclure avec Pyongyang un accord du même type que le Grid Framework. Ainsi, en échange de la promesse par Pyongyang de ne pas développer de missiles à longue portée, les Américains avaient proposé aux Nord-Coréens que leurs satellites soient lancés par les États-Unis. Ces négociations s'arrêtèrent à la fin du mandat de Clinton.
En novembre 2000, Bush était élu président. Les initiatives politiques de Clinton furent évaluées puis écartées par la nouvelle administration. Seul Colin Powell tenta de poursuivre les pourparlers avec Pyongyang, mais les néoconservateurs de la nouvelle administration torpillèrent le projet du secrétaire d'État. Après 2000, plus aucune discussion n'a eu lieu entre Américains et Nord-Coréens. Il semble que Bush soit arrivé à la Maison-Blanche déterminé à ne pas négocier directement avec Pyongyang. Répondant à des journalistes en juillet 2006, le président américain avait confirmé qu'il n'était pas prêt à renoncer à ses objections quant à des discussions bilatérales avec les Nord-Coréens. En 2006, la position de Washington était donc que ce moratoire était toujours valide, alors qu'il était prévu qu'il ne resterait en vigueur qu'aussi longtemps que les Américains et les Nord-Coréens seraient engagés dans des négociations relatives aux missiles. Ces entretiens ont été suspendus par les Américains, qui refusaient de discuter directement avec les représentants de Pyongyang. Ajoutons qu'en testant un missile, Pyongyang n'a violé aucun traité international puisqu'elle n'avait pas signé le Missile Technology Control Regime, MTCR. Confirmant les déclarations de Cartman, le numéro 2 de la mission nord-coréenne à l'ONU, Han Song-ryol, avait déclaré en juin 2006 que le moratoire sur l'arrêt des essais balistiques était censé rester en vigueur aussi longtemps que Washington et Pyongyang restaient engagés dans des négociations sérieuses. À son tour, Charles Cartman a confirmé les dires de Han Song-ryol. The understanding had been worked out on the assumption that the two countries would conduct further talks on an American proposal to ban the testing, production and export of long-range North Korean missiles. But negotiations have not been held since 2000. The Bush administration's disinterest in continuing the missile negotiation would have, of course, cancelled out the 1999 moratorium. En mai 2006, au lendemain de l'offre de dialogue de Washington à Téhéran, la Corée du Nord avait invité Christopher Hill, le négociateur américain au entretien à 6, à venir à Pyongyang. L'administration Bush avait décliné cette offre. Han Song-ryol avait alors déclaré: The United States says it is concerned about our missile test launch. Our position is, okay then let's talk about it. Mais les États-Unis avaient à nouveau refusé l'offre de discussion directe avec la Corée du Nord. John Bolton, le représentant américain aux Nations Unies, avait déclaré le 21 juin 2006 que normalement, l'on n'engage pas une conversation en menaçant de lancer un missile balistique intercontinental. Washington et Pyongyang campaient donc sur leur position. Dans une déclaration datée du 8 juin 2006, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères signifiait que the US escalated hostile policy and increasing pressure upon the DPRK would only compel it to take the strongest measures to protect its right to existence and sovereignty. Cependant, dans les derniers jours de juin 2006, un haut responsable américain avait laissé la porte entrouverte en disant: We have not entirely dismissed the North Korean offer. Chris Hill can go to Pyongyang and come back with empty bags. They have to be sure that North Korea will give him something. Le 21 juin 2006, les Nord-Coréens suggéraient aux Américains de discuter des essais balistiques, mais Washington avait refusé de les rencontrer. Dès lors, Pyongyang avait annoncé ne plus se considérer comme lié par son moratoire sur les essais de ses missiles balistiques à longue portée. Cette décision avait été confirmée le 21 juin 2006 par Ri Pyong-dok, un représentant du Maine nord-coréen qui déclarait à des journalistes japonais que « A missile test would not be borne by any statement such as the Pyongyang Declaration. The issue concerns our autonomy. Nobody has the right to slander that right. » Ri Pyong-dok faisait allusion à la déclaration de Kim Jong-il au Premier ministre japonais Koizumi, à Pyongyang en 2002, par laquelle le Dear Leader confirmait son engagement de suspendre les essais de ses missiles. La RPDC avait déjà annoncé, le 3 mars 2005, qu'elle ne s'estimait plus liée par le moratoire qu'elle avait elle-même décrété sur les essais de missiles à longue portée. Pyongyang avait alors justifié cette décision par la politique hostile des États-Unis. La Corée du Nord n'est liée à aucun traité international en ce qui concerne la question des missiles, avait expliqué le MEI à Pyongyang dans un mémorandum de 5000 mots,
tout en déclarant que la RPDC reviendrait à la table des négociations à 6 lorsque les USA se seraient excusés de l'avoir associé au pays de l'Axe du Mal, et de l'avoir qualifié des avant-postes de la tyrannie. Ces insultes avaient été proférées par Bush lors de son discours sur l'état de l'Union, respectivement par Condoleezza Rice lors des entretiens précédant sa confirmation comme secrétaire d'État. Les réactions de la communauté internationale à la perspective du lancement du TAEPODONG2. En juin 2006, les États-Unis, le Japon et l'Union européenne avaient averti la RPDC qu'un tel essai serait considéré comme a very serious matter, dixit Condoleezza Rice. Le Premier ministre japonais avait déclaré que ce lancement pourrait provoquer à sévère action, sans toutefois préciser ce que serait cette action. Pour Masao Okonogi, un expert de la Keido University de Tokyo, a missile launch is North Korea's second biggest card after a nuclear test. Seuls les Sud-Coréens ne semblaient pas avoir pris très au sérieux cette affaire. Avant le lancement, le gouvernement pensait que si un missile était testé, il ne s'agirait pas forcément d'un engin militaire. Cependant, Ban Ki-moon, alors ministre sud-coréen des Affaires étrangères, avait déclaré lors de l'Arms Control Conference de Genève en juin 2006 que le lancement d'un missile de longue portée serait a serious setback for international effort to curb the spread of weapons of mass destruction. En cas de lancement, la Corée du Sud pourrait couper son aide alimentaire à la Corée du Nord. Séoul envisageait néanmoins d'acquérir pour sa marine de guerre 48 standards missiles SM-2 Block 3B, pour un montant de 111 millions de dollars, afin d'assurer la protection de son nouveau destroyer KDX-3 Aegis. La Corée du Sud possède déjà des SM-2 Block IIA sur d'autres bâtiments. Séoul a en outre annoncé l'achat à l'Allemagne de missiles antimissiles Patriot. Quant à eux, les Chinois pensaient que sans essais nombreux permettant de l'affiner, le missile intercontinental ICBM TAEPODONG2 ne pouvait pas être considéré comme fiable. En effet, ce missile nord-coréen n'avait encore jamais été testé, et de nombreux obstacles doivent être franchis pour assurer le succès du lancement d'un missile intercontinental. En outre, un certain niveau technologique est nécessaire pour miniaturiser une ogive nucléaire afin d'en doter un missile. Les Chinois se disaient néanmoins very concerned par cette situation, et espéraient que tous les protagonistes feraient des efforts dans l'intérêt de la paix et la stabilité dans la région. Le 28 juin 2006, lors de leur rencontre à Beijing, Li Jiaoqing, le ministre chinois des Affaires étrangères, avait déclaré à Ban Ki-moon, son homologue sud-coréen, « The most urgent issue is stopping the North from firing the missile ». Le 29 juin 2006, Beijing avait convoqué l'ambassadeur nord-coréen. Cette information a été publiée par l'agence japonaise Kyodo, et n'a jamais été confirmée, ni d'ailleurs démentie par les autorités chinoises. Il s'agissait d'une fuite savamment orchestrée, afin de sauver la face des Nord-Coréens. Dans sa communication intitulée « Will North Korea launch a long-range missile ?», parue dans l'édition du 8 juin 2006 de The Nautilus Institute, Daniel Pinkston prétendait que ce lancement pourrait être interprété comme un signe de mécontentement des Nord-Coréens suite aux sanctions prises par les USA pour punir Pyongyang d'avoir contrefait des billets de $100. Le paradoxe est que les pressions de Washington ont pour effet d'inciter Kim Jong-il à des actions qui lui assurent le soutien de son peuple et aussi celui des militaires qui souhaitent des missiles performants. Selon Pinkston, si ce lancement devait provoquer des protestations au plan international, ces dernières seraient interprétées par la RPDC comme une nouvelle preuve de l'hypocrisie et de la politique hostile des Américains. Dixit Pinkston. Kim knows his domestic audience better than anyone else, and he'll order the launch if the domestic benefits outweigh the international cost. En juin 2006, soit quelques semaines avant le lancement, l'opinion était que l'administration Bush poursuivrait sa politique dure contre Pyongyang et que Washington et Tokyo pourraient élever le niveau de leurs sanctions. Les Américains pourraient en outre demander à la Corée du Sud et à la Chine d'exercer des pressions sur les Nord-Coréens. L'opinion était aussi que l'irritation que Beijing pourrait manifester contre ce lancement pourrait rapidement se tourner contre les USA si Washington devait réagir trop vivement contre Pyongyang. Un débat intéressant a eu lieu aux USA dès l'annonce de la préparation d'un lancement en RPDC.
Les réactions américaines à la nouvelle du possible test d'un TAEPODONG-2 ont été diverses et variées. Elles ont toutes eu trait à la réponse que l'administration Bush devrait donner à cette nouvelle menace nord-coréenne. La plus extrême avait pour auteur William J. Perry, ancien secrétaire américain à la Défense, et son adjoint Ashton Carter, tous deux ayant servi sous Bill Clinton. Perry et Carter préconisaient de détruire le site de lancement du TAEPONDONG-2. Dans le Washington Post du 22 juin 2006, ils écrivaient que if North Korea persists in its launch preparation, the United States should immediately make clear its intention to strike and destroy the North Korean Taepodong missile before it can be launched. Perry et Carter prétendaient que la Corée du Nord ne répondrait pas à une attaque chirurgicale américaine. Ils basaient leur analyse sur l'expérience de John F. Kennedy lors de la crise de Cuba. Il est intéressant de noter qu'en 1994, ces deux anciens collaborateurs de Clinton avaient déconseillé à leur président de bombarder le site de Yongbyon car, disaient-ils, Pyongyang était prêt à risquer la guerre en cas d'attaque américaine. Dans leur article du 22 juin 2006, Perry et Carter n'expliquent pas pourquoi les Nord-Coréens seraient restés inactifs en 2006, alors qu'ils auraient risqué la guerre en 1994. En revanche, ils écrivaient que le système américain de défense antimissile n'était pas encore suffisamment au point pour assurer la destruction d'un Taepodong en vol. Baker Spring écrivait le 21 juin 2006 dans The Heritage Foundation que ce système devrait pouvoir protéger le territoire américain ainsi que celui de ses alliés, l'Australie, le Japon et la Corée du Sud. Il pensait que les USA pourraient évidemment détruire le site de lancement nord-coréen, mais qu'une telle action serait difficilement justifiable, car elle pourrait conduire à un conflit armé à une plus large échelle. Parmi ceux qui préconisaient une action forte de la part de Washington, l'ancien House Speaker Newt Gingrich écrivait le 21 juin 2006 dans l'American Enterprise Institute « We should destroy the missile on its site before it is launched », car « none of the tests du système antimissile américain have been robust enough or realistic enough to assure us that we could intercept the North Korean ICBM no matter where it was aimed ». En août 2006, Newt Gingrich écrivait en outre dans le Washington Post « If violence is necessary to defeat the terrorists, the Iranians and the North Koreans, then it is regrettably necessary ». Les interventions militaires préconisées par Perry et Carter et les déclarations de Bolton et de Gingrich ont déclenché des réactions de rejet, non seulement en RPDC, mais aussi aux USA. Citons parmi elles, celle de Charles Jack Pritchard qui écrivait dans le Washington Post du 23 juin 2006 « For 1971 days the Bush administration ignored North Korea's missile program as unimportant and unthreatening to the security of the United States. Then, it woke up but the missile test is not a violation of anything more than our pride, ripping a gaping hole in the false logic that talking with the North Koreans somehow rewards and empowers them. By not talking with North Korea we are failing to address missile, human rights, illegal activities, conventional force, weapons of mass destruction, terrorism and anything else that matters to the American people. » Il y a aussi eu des commentaires pleins de sarcasme, comme celui de William M. Harkin paru dans le Washington Post du 21 juin 2006. I don't know which would be worst for the United States, a North Korean missile test and a successful US attempt to shoot down the missile, or an unsuccessful attempt. At least an unsuccessful shootdown would remind the American public of the vast wasted sums that have gone into defense. Un autre commentateur a souligné l'aspect comique de cette situation. Les Nord-Coréens essayeraient un missile dont ils ne savent même pas s'il est en état de marche. Les Américains, en retour, testeraient un bouclier antimissile dont personne ne sait s'il peut les défendre. Par contre, et c'est surprenant de la part de Faucon, qui avait souvent envisagé une attaque contre les installations de Yongbyon, le vice-président Dick Cheney et Stephen J. Hadley, National Security Advisor, étaient d'avis que l'option diplomatique devait être favorisée. Parlant de l'action envisagée par Perry et Carter, Cheney avait minimisé la menace posée par la Corée du Nord et déclaré, lors d'une interview avec CNN, « The missile capability are fairly rudimentary, their flights in the past haven't been notably successful ». Quant à Hadley,
il affirmait qu'il serait prétentieux de penser que le système antimissile américain pourrait intercepter et détruire un missile nord-coréen. It is a research, development and testing capabilities at HAS some limited operational capability. I think diplomacy is the right answer, and that is what we're pursuing. À ce sujet, Fred Kaplan écrivait dans Slate du 26 juin 2006, All of which would be fine, end of story, if Bush, Cheney and Hadley were pursuing diplomacy, but they are not. They are doing nothing. L'opinion exprimée par Kaplan a été confirmée par un connaisseur, Robert Gallucci, qui, sous Clinton, avait négocié l'accord de Genève en octobre 1994. Gallucci prétend que le président Bush est responsable du blocage de cette situation. The United States essentially adopted a policy of doing nothing about North Korea for 6 years. D'autres critiques étaient plus constructives, comme celle du sénateur Richard Lugar. Ce républicain de l'Indiana, appuyé par d'autres parlementaires américains, affirmait que des pourparlers directs avec Pyongyang seraient le meilleur moyen de résoudre cette crise. Lugar était opposé à une attaque contre le site de lancement nord-coréen, car it would not be advisable to use military force to take out the missile. Après une période de forte fièvre, les États-Unis ont tempéré leur excitation en minimisant l'importance de la menace. L'administration Bush est restée sur ses positions. Parlant du possible lancement nord-coréen, Tony Snow, porte-parole de la Maison-Blanche, avait déclaré « S'il s'agit d'un bluff pour obtenir des négociations directes, ce n'est pas la bonne méthode. » Dans cette veine, Michael O'Hanlon et Mike Mochizuki écrivaient dans le Washington Times du 28 juin 2006 In Preemption and North Korea, quand lui-même le lancement d'un missile ne constituait pas une menace suffisante pouvant justifier une attaque préventive. Pour ces deux auteurs, le débat sur le lancement de ce missile, malgré son importance, n'était en rien comparable avec ce que la Corée du Nord avait fait ces 3 dernières années pour développer son arsenal nucléaire. Relevons encore que le Pentagone s'était plaint que la RPDC n'annonce pas le lancement de ces missiles. Le 26 juin 2006, le président Bush avait sommé Pyongyang d'annoncer ses intentions quant au lancement de son missile TAEPODONG-2. Dans un communiqué du 13 juillet 2006 publié par l'agence officielle KCNA, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères expliquait qu'une telle annonce préalable serait insensée puisque les USA avaient menacé d'intercepter les missiles nord-coréens, ajoutant « We would like to ask the US and Japan if they had ever notified the DPRK of their ceaseless missile launches in the areas close to it. » Autre réaction positive, dans son éditorial du 26 juin 2006, le New York Times appuyait l'idée de négociations directes avec Pyongyang, car une réaction disproportionnée pouvait avoir de graves conséquences. Selon l'éditorialiste du New York Times, la Corée du Nord a légalement le droit de procéder à ce lancement. Par contre, les États-Unis n'ont aucun droit de détruire le missile nord-coréen sur son site de lancement. Washington devrait dès lors poursuivre 2 buts. Convaincre Pyongyang de renoncer à ce lancement et éviter que cette crise ne provoque une course au nucléaire en Asie. Le New York Times constatait ensuite que les négociations avaient été interrompues suite aux sanctions imposées par les USA contre les banques et les entreprises nord-coréennes, dans l'affaire des faux billets de $100. Et suite au refus des Américains de parler directement aux Nord-Coréens. Comme on pouvait s'y attendre, les parlementaires américains sont sérieusement passés à l'attaque contre l'administration Bush. Les sénateurs Harry Reid, Joe Biden et Carl Levin ont soumis au Congrès leur projet de législation demandant que le président américain nomme un nouveau coordinateur pour la politique nord-coréenne des USA et qu'il fasse rapport au Congrès tous les 180 jours sur l'état des armes et du combustible nucléaire supposé être en possession des Nord-Coréens. Cette législation exige en outre que l'administration informe le peuple américain sur la nature réelle de la menace nord-coréenne, y compris sur le fait que les réserves de plutonium des Nord-Coréens se sont accrues de 400% durant les années Bush. Le sénateur Reid a déclaré que le président Bush avait dit qu'il ne tolérerait pas une Corée du Nord nucléarisée, mais que c'est exactement ce qui est arrivé. Quant au sénateur Biden, il a affirmé que l'administration Bush avait été négligente. Elle avait basé sa politique sur l'idée erronée que le problème nucléaire nord-coréen se réglerait de lui-même par l'effondrement du régime de Pyongyang.
À la veille du test balistique nord-coréen, la controverse était donc dure entre les démocrates et les républicains, même si certains de ces derniers avaient rejoint les rangs des contestataires de la politique de Bush. Les démocrates reprochaient à Bush d'avoir sabordé les négociations engagées par Clinton dans les années 90 et d'avoir torpillé le projet de l'AKEDO. Avec sa politique de l'ABC, Anything But Clinton, introduite dès son investiture, George W. Bush a navigué entre la tentation de faire chuter le régime de Pyongyang et l'engagement à contre-cœur de pourparlers avec la RPDC. En juin 2006, un autre aspect du problème du lancement éventuel d'un missile intercontinental par les Nord-Coréens était celui du système américain de défense antimissile. Le système américain de défense antimissile. Parlant de la Global Protection Against Limited Strike, Stephen J. Hadley, le conseiller de Bush pour la sécurité nationale, déclarait qu'au moins une partie de ce GPALS serait aujourd'hui opérationnelle si le Congrès et l'administration Clinton n'avaient pas abandonné ce projet en 1991. Le GPALS aurait dû permettre de détruire en vol simultanément quelques 200 missiles tirés vers les USA, grâce à une constellation d'intercepteurs appelée Brilliant Pebbles dont le coût, estimé en 1991, se serait monté à 41 milliards de dollars. Il n'est dès lors pas surprenant qu'en juillet 2006, des voix se soient élevées pour réclamer que le Congrès et l'administration Bush revoient immédiatement ce projet. Le GPALS avait été proposé en 1991 par l'ambassadeur Henry F. Cooper, alors directeur de la Strategic Defense Initiative Organization, et par Stephen J. Hadley, le conseiller à la sécurité de George W. Bush. Rappelons qu'en décembre 2001, Bush avait annoncé le retrait américain de l'Anti-Ballistic Missile Treaty signé avec la Russie. Une année plus tard, il avait ordonné à Donald Rumsfeld de développer une capacité de défense antimissile incluant Ground Based Interceptor, Sea Based Interceptor, Additional Patriot, PAC-3 Units, and Sensors Based on Land, at Sea and in TH Space. Le 20 juin 2006, le général Henry Aubering III, entre autres officiels américains, avait annoncé que le système antimissile avait été activé et qu'il était capable de détruire en vol le missile nord-coréen TAEPODONG-2. Cependant, le déploiement de ce système n'a pas suivi l'intensification de la menace. Les déclarations de Hadley démontrent clairement que ce système n'est pas au point. Les essais ont été si décevants qu'ils ont été suspendus malgré les 10 milliards de dollars investis dans ce bouclier antimissile. Le dernier essai d'un missile solaire, en 2002, avait atteint son but, mais il s'agissait d'un tir soigneusement préparé contre un missile intercontinental factice. En juin 2006, le USS Shiloh, l'un des 3 navires américains équipés du système radar Aegis et de missiles SM-3, a intercepté avec succès un missile factice. Si les missiles antimissiles engagés sur les navires équipés du système Aegis ont atteint leur cible 7 fois sur 8 essais, on ne peut pas en dire autant des missiles basés au sol. Sur les 8 derniers tests, la cible n'a été interceptée que 5 fois. En 2006, il n'y avait que 11 intercepteurs, dont 9 basés à Fort Greely en Alaska et 2 à Vandenberg Air Base en Californie. De son côté, le Pentagone annonçait 50% de succès sur 8 tests, mais il faut préciser que ces essais avaient soigneusement été préparés. Le chef du bureau d'évaluation du Pentagone estimait à 20% la probabilité de succès dans des conditions de tir réelles. Le 27 août 2006, Donald Rumsfeld, alors secrétaire à la Défense, était à Fort Greely pour inspecter le système américain de défense antimissile. Il est descendu dans l'un des silos contenant 10 missiles intercepteurs de 54 pieds de longueur. 40 autres intercepteurs seront installés en 2007. À la suite de cette visite, Rumsfeld avait déclaré qu'il ne serait convaincu de l'efficacité de ce bouclier antimissile que lorsqu'il aurait subi tous les tests nécessaires. Un nouvel essai a eu lieu au début de septembre 2006. Un missile cible a été lancé de Kodiak Island en Alaska, et un intercepteur équipé d'un kill vehicle depuis la base de Vandenberg. Il ne s'agissait pas de détruire la cible, mais de juger la capacité du missile intercepteur qui devait distinguer entre l'étage propulseur et l'ogive. La perspective du lancement d'un TAEPODONG-2,
et le constat d'impuissance des USA à détruire des missiles ennemis en vol a eu pour conséquence que les militaires américains ont réclamé la mise en place rapide d'un système antimissile efficace. Il s'agira du déploiement d'ici 2010 une protection multicouche avec des batteries de missiles solaires PAC-3, 48 missiles et PAC-2, 20 missiles. La Navy a l'intention de déployer 20 standards missiles 3, SM-3, sur 4 navires équipés de systèmes radar Aegis d'ici fin 2006, un dispositif très mobile qui a été testé avec succès en mars 2006 depuis le croiseur américain Lake Erie. Le brigadier général Patrick O'Reilly, directeur adjoint de la US Missile Defense Agency du Pentagone, a confirmé le 29 janvier 2007 que les États-Unis veulent renforcer leur défense antimissile. D'ici 2011, le Pentagone prévoit de déployer 44 intercepteurs aux USA et 10 en Europe. Un grand radar en Europe, 18 navires équipés du système Aegis, 48 intercepteurs THAAD basés au sol, 2 satellites de surveillance, un commandement et un système de tir intégré contre les menaces venant du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est. Une autre conséquence des préparatifs des tirs nord-coréens a été que les Japonais ont envoyé en mer de l'Est, mer du Japon, des avions et des navires pour collecter des informations sur un possible lancement. À la fin juin 2006, ils ont rappelé leur destroyer Kirishima, équipé du système radar Aegis, qui manœuvrait au large de Hawaï dans le cadre d'exercices multinationaux impliquant l'Australie, la Grande-Bretagne, le Canada, le Chili, le Pérou, la Corée du Sud et les États-Unis. En outre, ils ont transféré un radar à haute résolution, X-band radar, de la base américaine de Misawa à la base japonaise de Chariki à Tsugaru, à 360 miles au nord-est de Tokyo. Ce radar est uniquement destiné à détecter des missiles. Il n'est pas équipé de missiles d'interception. Le système de défense japonais comprend en outre des systèmes de détection, dont un drone à capteur infrarouge. En plus, les forces japonaises d'autodéfense ont décidé de déployer des missiles antimissiles Patriot Advanced Capability, PAC-3, à leur base aérienne de Hiruma, dans la préfecture de Saitama. Elles ont aussi prévu de déployer ce type de missile à la base de Kasuga à Fukuoka, et aux bases de Gifu et Hamamatsu, préfecture de Shizuoka. Un deuxième rideau de missiles solaires japonais devrait protéger les grandes villes de l'archipel. Enfin, Tokyo veut également équiper 4 de ses destroyers de la classe Kongo avec des standards missiles 3, SM-3, et acquérir un Boeing 767 AWACS, Airborne Warning and Control System. Cette dernière recrue démontre que Tokyo pense aussi à étendre ses capacités offensives. Le Japon a lancé un satellite le 10 septembre 2006, suivi d'un autre en février 2007. Avec ces lancements, le Japon pourra observer n'importe quel endroit du globe au moins une fois par jour. Cependant, ces satellites surveilleront principalement les activités militaires de la Corée du Nord. Autre conséquence de cette crise déclenchée par la nouvelle d'un possible lancement d'un TAEPODONG-2 nord-coréen, les liens qui unissent les USA et le Japon se sont encore resserrés. Tokyo et Washington ont signé le 22 juin 2006 un accord de coopération concernant le développement d'un bouclier de défense antimissile. Enfin, les Américains ont informé les Japonais, le 17 juin 2006 à Hawaï, qu'ils allaient déployer des PAC-3 à la US Kadena Air Base dans la préfecture d'Okinawa. Ces PAC-3 compléteront les missiles Standard 3 installés à bord des navires équipés de systèmes radar Aegis. Ces missiles ont une portée de plusieurs dizaines de kilomètres et sont capables d'atteindre et de détruire en vol les missiles nord-coréens Rodong, 1300 km de portée, mais pas les Taepodong, 3500 à 5000 voire 9000 km de portée. Notons encore que le 14 juin 2006, les Américains ont doté la US Osan Air Base en Corée du Sud d'un nouveau modèle d'avion espion. Les Américains ont prétendu que cette nouvelle dotation n'avait pas de rapport avec le lancement possible d'un missile Taepodong, mais 2 autres U-2S Block 20 Dragon Lady devraient arriver à Osan pour remplacer les anciens modèles. Comme il fallait s'y attendre, la Corée du Nord a protesté contre ce qu'elle assimile à une provocation et un chantage des États-Unis. On constatera donc que la perspective du lancement d'un missile TAEPODONG-2 avait provoqué chez les Américains et chez leurs alliés japonais et sud-coréens une surenchère dans le domaine des missiles antimissiles.
Après son lancement, le Pentagone a annoncé vouloir procéder à 2 essais critiques du bouclier antimissile, qui a pris 20 ans de préparatifs et coûté 100 milliards de dollars pour son développement. Bush a fait de ce bouclier sa top priority, dépensant entre 7,4 et 9 milliards de dollars par année pour son développement. Selon Dick Lehner, porte-parole de la Missile Defense Agency du Pentagone, le but de ces 2 essais ne serait pas de détruire en vol un missile factice, mais de tester le système de commande et de contrôle et de s'assurer que le système radar est capable de suivre le missile et de transmettre les informations à l'intercepteur. Ces 2 essais coûteront entre 85 et 100 millions de dollars chacun. Le 12 juillet 2006, le Pentagone a annoncé avoir testé avec succès un nouveau système de défense antimissile destiné à abattre les missiles ennemis alors qu'ils approchent de leur cible. Le Terminal High Altitude Area Defense, THAAD, a intercepté un missile factice au White Sands Missile Range au Nouveau-Mexique. Le THAAD est un système de défense de l'armée destiné à abattre les missiles de courte portée, et son déploiement devrait avoir lieu en 2009. Une conséquence inattendue de ce lancement est qu'il profite à Taïwan. Le perfectionnement de leur système de défense antimissile permettra aux Américains de défendre plus efficacement Taïwan en cas de conflit avec la Chine. Les États-Unis ont en outre décidé de déplacer leur PAC-3 du Texas à Okinawa. Essentiellement destinés à défendre le Japon, ces PAC-3 pourraient également être déployés pour défendre Taïwan en cas de besoin. Enfin, selon Lee Tian-ok, un journaliste freelance basé en Pennsylvanie, les essais balistiques nord-coréens ont mis en lumière la nécessité pour Taïwan de renforcer sa défense, y compris le développement de missiles offensifs comme des missiles de croisière 101. L'analyse de Lee Tian-ok est confirmée par Emrinal Menon, un chercheur de l'Institute for National Policy Research de Taipei. Parmi les développements récents, il faut noter la destruction réussie par les Chinois, le 11 janvier 2007, d'un de leurs vieux satellites, le Fengyun 1C. Tiré du sol, un missile balistique chinois a atteint et détruit ce satellite météo qui était en orbite à 865 km de la Terre. Les USA craignent que Beijing puisse détruire les satellites espions américains. Dès lors, le Pentagone a décidé de développer un multiple kill vehicle qui augmentera grandement la puissance des intercepteurs actuels en ajoutant plus d'ogives non explosives qui pourront atteindre plus de 10 missiles ennemis avec un seul de ces nouveaux intercepteurs américains. Le 4 juillet 2006, Independence Day, Discovery. Taepodong-2. Le 4 juillet 2006, les Nord-Coréens ont lancé 7 missiles. L'un d'eux était un missile balistique Taepodong-2. Il a été tiré de la base de Taepodong, comté de Hwadae, province du Nord à Myeong. Les autres étaient des Scud, courte portée 500 km, et des Nodong, moyenne portée 1300 km, qui ont été tirés depuis Jidaeryong, comté de Hanbayeong, province de Gangwon. Ils se sont abîmés en mer, à une distance variant entre 65 et 300 miles de la côte est de la Corée du Nord. 2 sont tombés près des côtes russes, dont l'un d'eux à 160 miles de la ville de Vladivostok. Seiji Suzuli, Japan Deputy Chief Cabinet Secretary, a indiqué que la précision de ces 6 tirs avait été meilleure que prévu. Cette amélioration proviendrait entre autres de la mise en œuvre de la technologie du GPS, Global Positioning Satellite, que les Nord-Coréens auraient soit acheté, soit volé au Japon. Les tirs avaient débuté le matin à 3h32. Le dernier missile a été lancé à 15h22, soit 12 heures après le premier. Le Taepodong-2 était le 3e missile tiré, à 5h du matin. Alors que les Scud et les Nodong ont été tirés avec succès, tombant avec précision dans la zone des cibles, ce ne fut pas le cas du Taepodong-2, abîmé en mer de l'Est, mer du Japon, le premier étage du missile ayant explosé avant que le second étage ne soit allumé. L'impact s'est produit à 312 miles de la ville japonaise de Niigata, après 42 secondes de vol, 35 secondes selon certaines sources, voire plus de 2 minutes selon d'autres. Cependant, les images prises par les satellites espions américains et les informations collectées par les destroyers américains équipés du système de radar Aegis révéleraient que le Taepodong-2 aurait explosé après seulement 640 mètres de vol.
Des débris du TAEPODONG-2 auraient été repérés sur Terre, à 2 km à l'ouest du site de tir de Moussoudhanri. À l'endroit de la chute, la terre aurait été labourée sur 50 mètres de largeur et 100 mètres de longueur. On constatera que certaines de ces informations sont contradictoires, entre autres quant à l'endroit où le TAEPODONG-2 est tombé. Ceci provient du fait qu'initialement, les calculs avaient été basés sur la trajectoire au départ du missile. Cette trajectoire a ensuite été recalculée après que de plus amples indications aient été rassemblées par l'US Cobra Ball, une plateforme de renseignement aéroportée qui est utilisée pour détecter et surveiller des lancements de missiles. Selon un officiel du département d'État américain qui a parlé le 22 août 2006 à Arms Control Today, la brièveté du vol avait compliqué la détermination exacte de la portée et du poids du missile. Les contradictions quant à la portée et à la dangerosité du TAEPODONG-2 ne s'arrêtent pas aux aspects techniques. Elles ont aussi des implications politico-militaires. Alors que le secrétaire américain à la Défense, Donald Rumsfeld, prétendait que ce missile pouvait atteindre les États-Unis, l'amiral William J. Fallon, commandant en chef des forces américaines dans le Pacifique, CINCPAC, a déclaré le 22 septembre 2006 que la RPDC ne possédait pas encore la technologie nécessaire au lancement d'un missile de longue portée. Le Pentagone étant proche de l'industrie d'armement, on peut dès lors logiquement supposer que les déclarations de Rumsfeld n'étaient pas exemptes d'arrière-pensée 110. Donald Rumsfeld a déclaré avoir été informé dans la minute qui a suivi le premier tir. Il a immédiatement appelé le président Bush. Dans les secondes suivant la mise à feu des missiles sur leur rampe de lancement, la technologie de pointe, caméra infrarouge, utilisée à bord des satellites d'observation en orbite GE-synchrone a permis de détecter la chaleur émise par les engins des fusées et de lancer l'alerte au centre de commandement de Colorado Springs, où la trajectoire a immédiatement pu être calculée et le type de missile déterminé. Si les conditions atmosphériques sont favorables, les satellites espions américains sont capables d'identifier des objets de 8 à 9 cm de diamètre. Chaque lancement est donc observé méticuleusement par les Américains. Il est détecté et suivi. Le système américain de défense antimissile est dès lors en état d'alerte, même si les Américains doutent eux-mêmes qu'il puisse fonctionner. Le 6 juillet 2006, on ne savait pas encore si le missile avait sauté suite à un mauvais fonctionnement, ou si les contrôleurs nord-coréens l'avaient eux-mêmes détruit. Le Pentagone déclarait qu'il était encore trop tôt pour dire ce qui était effectivement advenu du missile. Un problème était probablement survenu au premier étage, qui avait été conçu pour être plus volumineux que celui des TAEPODONG-1. Pour les experts américains, la raison la plus probable de cet échec est un système de guidage défaillant. Il se pourrait aussi que les moteurs soient tombés en panne, ou que l'acide nitrique que les Nord-Coréens mélangent à leur combustible liquide ait détérioré les conduites. Parmi les autres raisons de cet échec, on a aussi mentionné primo, le manque de puissance des moteurs car la poussée initiale doit pouvoir propulser le missile jusqu'à la mésosphère, environ 80 km de hauteur, et secondo, la faiblesse de l'infrastructure du missile qui devrait être en alliage comprenant du titane. Les informations fournies par les satellites permettront une analyse plus poussée en temps opportun. Selon John Pike, en 1999, il avait fallu une semaine pour que les photos et autres renseignements collectés après le lancement réussi du TAEPODONG-1 puissent être recueillis et analysés. On ignore pour quelles raisons, les Nord-Coréens ont tiré 6 autres missiles le jour même du lancement du TAEPODONG-2. Un représentant de l'administration Bush a émis la supposition que Pyongyang n'excluait pas un échec du test du TAEPODONG-2 et qu'il serait dès lors bon que d'autres essais réussissent. L'amiral Rhett Michael McDavid, un ancien chef planificateur du US Pacific Command, a noté avec un à-propos qui frise la palissade « Having 6 success à again one failure it and sounds a lot better than just one failure ». Pour Selig S. Harrison, Pyongyang suffered a major embarrassment when the TAEPODONG-2 exploded. Far from winning enhanced respect and diplomatic leverage a formidable military power, Pyongyang has advertised its military incompetence. Mais pour Bruno Gruzel,
Les défis techniques sont énormes, les missiles ne pouvant être allongés indéfiniment en restant maîtrisables. Un test à 5000 km serait déjà un saut impressionnant. Cette remarque concernant le TAEPODONG-2 se justifie amplement lorsqu'on sait que la précision des Scud et des Nodong, missiles basés sur les modèles développés par l'URSS, était jusqu'alors très moyenne à cause d'un système de guidage gyroscopique obsolète, système qui avait été abandonné par les soviétiques dès les années 60. Cependant, il ne fait pas de doute qu'on apprend avec chaque essai, qu'il s'agisse d'un succès ou d'un échec. Jonathan McDowell, un astronome de Harvard qui traque les lancements de missiles, assure que le fait qu'une fusée vole pendant 40 secondes avant d'exploser signifie que le concept de l'engin est probablement correct. Un tel vol peut procurer une masse d'informations quant au moteur et à la stabilité du missile. Dès lors, les Nord-Coréens auront collecté de précieuses informations sur ce qu'il faudra entreprendre pour améliorer la technologie de ce missile intercontinental. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.